J'avais enfin réalisé un rêve que j'avais caressé pendant plus de 40 ans de travail acharné. Une villa de 10 millions d'euros sur la côte d'Azur, à flanc de colline, face à la Méditerranée. Le genre de maison où le bruit des vagues se mêle au chant des cigales, où le soleil du matin peint les murs d'une lumière dorée. Je m'imaginais déjà mes journées paisibles, un verre de vin blanc à la main, écoutant le clapotis de la mer. Mais la sérénité, je devais vite comprendre, ne dure jamais longtemps. J'étais encore en train de déballer les derniers cartons, des verres en cristal que j'avais rapportés de Reims, quand mon téléphone s'est mis à vibrer. Je pensais à un ancien collègue, peut-être un ami venu me féliciter. Mais non, c'était mon gendre Benoît. Sa voix a éclaté dans le combiné, sans même un bonjour. « Salut vieux, on est en route. On sera 15. Alors prépare les lits, les serviettes, les pantoufles, la bouffe. On reste 3 semaines. Et surtout, fais vite, on arrive dans 40 minutes. » Je suis resté un instant muet, le téléphone serré dans la main, incapable de croire ce que j'entendais. 40 minutes, 15 personnes, 3 semaines. J'ai regardé autour de moi, les cartons encore empilés, les couverts à moitié rangés, les rideaux apposés. Tout cela, c'était mon havre de paix, mon accomplissement après 4 décennies d'ingénierie, d'économie, de sacrifice. Et voilà que Benoît, avec son ton de petit chef, s'invitait comme s'il venait de réserver un hôtel. Je pris une grande inspiration. « Benoît, attends, la maison n'est pas prête. Je viens à peine d'emménager. Il reste encore des travaux, des cartons. »« Papa Richard, tu as 10 millions d'euros de maison et tu veux me faire croire que t'as pas de place? Allez, sois sympa. » Les enfants sont surexcités. Jessica a tout préparé et Marc et Claire viennent aussi avec leurs gamins. Ça va être super, une vraie réunion de famille. Une réunion de famille. Ces mots me piquèrent comme des aiguilles. Je me souvenais encore du jour où il m'avait appelé Papa Richard, pour la première fois. C'était au moment de son mariage avec ma fille Émilie, il y a plus de 10 ans. Mais depuis sa mort, 3 ans plus tôt, il ne m'appelait plus papa, seulement vieux ou le vieux. Je sentais déjà la colère monter. « Benoît, écoute-moi. 3 semaines à 15, c'est impossible. Je n'ai pas les chambres prêtes ni les lits. » « Bah, tu trouveras bien. À ton âge, t'as que ça à faire. Et puis, on n'est pas compliqué. Tant qu'il y a de la mer et du rosé, on est heureux. » Sa désinvolture me donna la nausée. Dehors, les vagues roulaient contre la falaise, l'air salé entrait par les portes-fenêtres ouvertes. Mais sa voix, arrogante, empoisonnait l'air. Je fixai le comptoir en granit de ma cuisine, les veines sombres de la pierre, le reflet de ma main crispée. 35 minutes maintenant. Je raccrochai sans un mot. Le silence qui suivit me parut presque violent. J'ai regardé la photo d'Émilie, posée sur la cheminée. Son sourire doux, ses yeux bruns pleins de lumière. 3 ans déjà. 3 ans depuis le cancer, depuis les dernières nuits d'hôpital. Et pourtant, sa voix résonnait encore dans ma tête. « Papa, sois patient avec Benoît. Il est maladroit, mais il t'aime bien. » Je ne pouvais pas lui refuser ça à l'époque. Alors j'avais été patient. Trop patient. Je me souvenais de tout. Les 18 000 euros que je lui avais prêtés quand sa première start-up avait fait faillite. Les 45 000 pour ses études de commerce à Lyon. Les 60 000 pour la maison qu'il n'avait jamais réussi à payer seul. Et puis, les frais médicaux d'Émilie. 85 000 euros pour prolonger sa vie de quelques mois. En tout, plus de 300 000 euros partis, sans jamais un mot de remerciement. Je pris la photo dans mes mains, la serrai doucement contre moi. « Qu'aurais-tu dit, ma fille, si tu voyais ton mari aujourd'hui ?» Je me sentais vieux, fatigué, mais pas faible. Je marchais jusqu'à mon bureau, au fond de la maison. C'était ma pièce préférée. De grandes baies vitrées ouvertes sur la mer, une bibliothèque remplie de livres techniques et de romans policiers, un bureau en chêne massif que j'avais fait venir de Bordeaux. C'était là que je m'étais promis de commencer ma nouvelle vie. Écrire, lire, enfin, respirer. Mais quand je levai les yeux, je vis au loin, sur la route côtière, une file de voitures qui approchaient. 5, peut-être 6. Des silhouettes qui descendèrent déjà, des rires, des cris d'enfants. Le vacarme des portières, claquant, résonna jusque dans mon salon. Il l'a vraiment fait.
Je sentis une colère froide monter, pas un éclat impulsif, mais une détermination méthodique, celle d'un ingénieur qui prépare un plan. Je descendis dans le hall. À travers la porte vitrée, j'aperçus Benoît sortir de son SUV noir. Lunettes de soleil, sourire arrogant, les mains sur les hanches, comme un général inspectant son territoire. Jessica, sa nouvelle compagne, filmait déjà avec son téléphone. « Regardez-moi ça! C'est pas un rêve? On va passer 3 semaines dans la villa de mon beau-père, les gars. » Le mot beau-père me heurta comme une gifle. Elle ne m'avait jamais appelé ainsi avant. Je pris une grande inspiration et ouvris la porte. « Bonjour, Benoît. Vous? Vous êtes nombreux. »« Surprise ?» lança-t-il en m'embrassant bruyamment sur la joue avant de me pousser légèrement pour entrer. « On voulait t'aider à inaugurer la maison. Regarde-moi ça, les enfants. Une piscine à débordement, une cuisine digne d'un chef. » Je restais figé. Mon parquet clair portait déjà les traces de sable. Des sacs, des glacières, des serviettes, tout s'empilait dans l'entrée. « Benoît, écoute, ce n'est pas le moment. Je n'ai pas de place. Et... allons, Richard, sois pas égoïste. On a roulé 4 heures depuis Paris. Jessica a besoin de la chambre principale, tu sais, celle avec la vue sur mer. C'est parfait pour ses vidéos de yoga. » Je le regardais fixement. « Non, cette chambre est privée. Personne n'y entre. »« Oh, arrête !» dit-il en riant, posant sa main sur mon épaule comme pour me déplacer. « On est en famille, non ?» Je reculais d'un pas. Ce geste anodin, cette familiarité forcée, me brûlait la peau. Jessica, derrière lui, avait déjà ouvert les portes-fenêtres de ma suite. Sa voix résonnait dans le couloir. « La lumière ici est parfaite pour mes stories. » Mon estomac se noua. Je regardais autour de moi, des inconnus buvant ma bière, des enfants courant pieds nus sur mes sols en marbre, une femme que je ne connaissais pas déplaçant mes fauteuils. En 10 minutes, mon rêve était devenu un camping sauvage. Je me tenais là, dans mon propre salon, invisible au milieu du vacarme. Et tout à coup, je sus que cette fois, je ne me laisserais plus faire. Je montai lentement à l'étage, pris mon téléphone et notai 3 mots dans mon carnet. Reprendre contrôle, maintenant. Je suis resté quelques secondes immobile dans le couloir, le cœur battant au rythme des pas qui s'agitaient dans ma maison. La voix de Benoît montait du salon, claire et forte, remplie de cette assurance insolente que j'avais toujours détestée chez lui. « Jessica, regarde cette cuisine, on pourrait y tourner une émission de télé. »« C'est magnifique, on devrait inviter tout le monde demain pour une pendaison de crémaillère. » répondit-elle, déjà en train de filmer une story sur son téléphone dernier cri. Le son du rire, des bouteilles qu'on décapsule, des enfants courant sur le parquet me donnait la sensation d'un cauchemar éveillé. Chaque écho semblait une gifle à tout ce que j'avais rêvé pour cette maison. J'avais imaginé le silence ici, la sérénité. Je m'étais vu marcher pieds nus sur les dalles froides du salon, un café à la main, observant les bateaux au large de Saint-Raphaël, le bleu infini de la mer mêlé au blanc des goélands. Mais ce jour-là, la Méditerranée elle-même paraissait étouffée sous le vacarme d'une horde d'invités non désirés. Je descendis lentement, observant les visages. Des inconnus. Un certain Kevin, apparemment le petit ami d'une amie de Jessica, portait une glacière pleine de bière. 2 femmes parlèrent déjà de la répartition des chambres à coucher, comme si elles organisaient un séminaire de vacances dans un club. Une adolescente ricanait sur le canapé, les pieds sur la table basse italienne que j'avais fait venir de Milan. Je me sentis étranger chez moi. « Excusez-moi » lançai-je d'une voix hésitante. « Pourriez-vous » Mais personne n'écouta. Jessica venait d'ouvrir le placard à vin et filmait les bouteilles alignées, avec un commentaire enthousiaste. « Regardez ça, les amis. Mon beau-père est un vrai collectionneur. On va bien s'amuser. » Mon beau-père. Ce mot me fit grincer des dents. Depuis quand étais-je devenu une mascotte de luxe pour leurs réseaux sociaux? Je pris sur moi. Respirer, réfléchir, ne pas exploser. « Benoît, j'aimerais te parler, seul à seul. »« Pas maintenant, vieux, on s'installe d'abord ?»« Non, maintenant. » Je bloquai le passage menant au couloir des chambres. Benoît me lança ce regard ironique, un sourire de travers accroché aux lèvres. « Richard, tu deviens paranoïaque. Détends-toi.
On est en famille. Ce n'est pas une question de famille, c'est une question de respect. Son rire résonna, sec, moqueur. Il posa sa main sur mon épaule, ce geste d'autorité déguisé en familiarité. Tu sais, Richard, avec ton âge, t'as besoin de compagnie. Regarde autour de toi. Tout ce monde, c'est de la vie, de la chaleur. Tu devrais nous remercier. Je le repoussai doucement, mais fermement. Je te demande de quitter la maison. Toi et tes amis, maintenant. Un silence tomba. Le rire des enfants s'éteignit. La musique fut coupée. Tous les regards se tournèrent vers moi. T'es sérieux ? Fit Benoît en haussant les sourcils. Tout à fait. Vous n'avez pas été invité. Vous êtes 15 dans une maison où rien n'est prêt. Vous avez franchi mes limites. Jessica s'approcha, jouant l'émotion à la perfection. Oh, Richard, voyons, ne sois pas si dur. On voulait juste partager ce moment avec toi. Tu es tout seul ici. Tu ne veux pas être entouré un peu ? Ses yeux clairs semblaient humides, mais j'avais appris à reconnaître les larmes de crocodile. Entouré, oui. Envahi, non. Benoît éclata. Tu crois quoi ? Que t'es un roi dans ton château ? Que ta fille t'aurait approuvé ? Elle aurait honte de ton égoïsme ? Ce fut la phrase de trop. Émilie. Il osait prononcer son nom, l'utiliser comme une arme. Je sentis une chaleur monter dans ma poitrine, une rage froide, méthodique. Ne parle pas d'elle, jamais. Pas pour justifier tes mensonges. Pas pour excuser ta paresse. Tu n'as pas le droit. Le ton de ma voix fit reculer plusieurs personnes. Jessica fit semblant de sangloter. Benoît, rouge de colère, leva les bras. Très bien, si c'est comme ça, on partira quand on aura fini notre week-end. Non, vous partez tout de suite. Je sortis mon téléphone. Les regards devinrent nerveux. Je composai le 17. La voix calme de la gendarmerie résonna. Gendarmerie nationale, quelle est votre urgence ? Des individus non invités refusent de quitter ma propriété. Quand je raccrochais, Benoît riait jaune. Tu bluffes, tu n'oserais jamais. Tu crois ? Attends 15 minutes. Le silence fut total. Quelques-uns commencèrent à rassembler leurs affaires. D'autres regardèrent Benoît avec inquiétude. Les moteurs de 2 voitures se mirent à ronronner dans l'allée. Quand les gendarmes arrivèrent, le contraste fut presque comique. La marée humaine de vacanciers arrogants, soudain dociles face à 2 uniformes bleus. Le plus âgé, l'adjudant Moreau, s'avança. « Monsieur Richard Dupont, c'est vous qui avez signalé un trouble ? » ?»« Oui, adjudant. Ce sont des invités non souhaités. Voici les papiers de propriété. » Il jeta un coup d'œil aux documents, puis à Benoît. « Monsieur, la loi est claire. Sans autorisation, c'est une violation de domicile. Vous et vos amis devez quitter les lieux immédiatement. » Jessica tenta encore une dernière carte. « Mais on est de la famille ?»« Madame, la famille n'a pas valeur de passe-droit juridique, » répondit l'autre gendarme, sèchement. Je n'avais jamais vu Benoît aussi blême. Ses amis s'agitaient, ramassaient leurs affaires, se bousculaient dans le hall. Certains s'excusaient, d'autres murmuraient des insultes. En 20 minutes, la villa était vide. Le bruit des moteurs s'éloigna sur la route du littoral. Je restai seul, au milieu de mon salon dévasté. Le silence, enfin. Mais pas celui que j'avais imaginé. Celui qui suit une tempête. Je marchais lentement à travers les pièces, observant les dégâts. Des taches de vin sur le canapé, des serviettes trempées sur les fauteuils, des verres brisés dans la cuisine. Dans ma chambre, la photo d'Émilie gisait au sol, le verre fêlé. Je la ramassai, la caressai du pouce. « Pardonne-moi, ma fille. J'ai été patient trop longtemps. » Je rangeai le cadre sur la table de chevet. Puis, je m'assis sur le lit, épuisé. Le bruit régulier des vagues entrait par la fenêtre entr'ouverte. Je pris mon téléphone. Une avalanche de notifications, messages, appels, mentions sur Facebook. Benoît avait frappé encore. Je passais une partie de la soirée assis sur le canapé, la tête entre les mains, tandis que la lumière du soleil couchant se reflétait sur les murs blancs de la villa. La mer, dehors, avait retrouvé sa respiration lente et apaisante. Mais à l'intérieur, quelque chose continuait à gronder. Ce n'était plus seulement de la colère, c'était une lucidité nouvelle, froide, rationnelle. Je consultais mon téléphone. Les notifications s'empilaient par dizaines.
Mon cœur se serra en lisant la première publication. Mon beau-père millionnaire m'a mis à la porte comme un chien. Le message venait du comte de Benoît. Une photo de lui, les bras croisés devant sa voiture, le visage abattu, prise devant le portail fermé de ma villa. La légende était un chef-d'œuvre de manipulation. Après tout ce que j'ai fait pour lui, il m'abandonne. Ma femme est morte, mes enfants pleurent, et lui profite de sa fortune au soleil. Voilà ce que vaut la famille aujourd'hui. En quelques heures, le message avait déjà récolté plus de 5000 réactions, des centaines de commentaires de soutien. Des inconnus prenaient l'an de sa défense. Quel monstre! Les vieux riches sont tous pareils. Comment peut-on virer sa propre famille? Je restais figé, incrédule. Il venait de transformer la réalité en tragédie publique, et moi en bourreau. Je fis défiler les messages encore et encore, lisant les insultes, les jugements hâtifs, les menaces voilées. Certaines personnes m'avaient même envoyé des messages privés. Vous devriez avoir honte. Votre fille doit se retourner dans sa tombe. Si j'étais votre fils, je ne vous parlerais plus jamais. Je laissai tomber le téléphone sur la table basse. Le choc initial se dissipa peu à peu, remplacé par une étrange lucidité. J'avais passé ma vie à résoudre des problèmes complexes, des ponts, des structures, des systèmes électriques entiers. Je savais qu'une crise ne se combat pas dans l'émotion, mais dans la méthode. Benoît, lui, jouait avec les émotions. Moi, je jouais avec les faits. Je me levais et allais dans mon bureau. Là, parmi mes diplômes d'ingénieur de l'École centrale de Lyon, mes récompenses professionnelles, mes dossiers classés par année, je retrouvais un sentiment familier, celui du contrôle. Je sortis un grand classeur en cuir noir, soigneusement étiqueté « Aide financière, Famille Miller ». À l'intérieur, chaque transfert, chaque virement était répertorié. Je n'avais jamais rien fait sans trace. Vieille habitude d'ingénieur et de gestionnaire prudent. Je parcourus les pages, 45 000 pour son MBA à HEC, 30 000 pour le mariage à Avignon, 60 000 pour la maison qu'il n'avait jamais payée, 85 000 pour les soins d'Émilie, 20 000 de dépannage divers, factures, voitures, impôts. Je sortis ma calculatrice, 240 000, sans compter les petits extras jamais déclarés. Je poussai un long soupir. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de respect effacé au fil des années, d'une dette morale plus lourde que la dette financière. Sur le bureau, la photo d'Émilie me regardait, toujours avec ce sourire doux. Je lui murmurais « Je crois que j'ai été patient, ma fille. Maintenant, il est temps d'être juste. » Je passais la nuit à tout documenter. Je scannais les relevés bancaires, imprimais les copies des transferts, rédigeais un tableau Excel avec date, montant, objet, promesse de remboursement. Vers 3 heures du matin, tout était classé dans un dossier étiqueté Miller, exploitation financière. Puis, je me connectais à Facebook. Je n'allais pas me défendre avec des insultes. Je n'allais pas entrer dans la bataille émotionnelle de Benoît. Non, j'allais laisser les faits parler. Je rédigeais un message sobre. J'ai pris connaissance de publications circulant à mon sujet. Par respect pour la mémoire de ma fille, je préfère m'en tenir aux faits. Depuis 6 ans, j'ai apporté à Benoît Miller et sa famille une aide financière totale de 240 000, intégralement documentée. Toute autre affirmation relève de la diffamation. Une procédure légale est en cours. Je n'y ajoutais aucune photo, aucune émotion. Seulement les chiffres, les dates, les preuves. Je publiais. Les réactions furent d'abord timides, mais peu à peu, le vent tourna. Des amis d'Émilie, des anciens collègues, des voisins laissèrent des commentaires. Je me souviens de toutes les fois où Richard les a aidés. Il a payé leur maison, je le sais. Toujours le cœur sur la main, jamais un mot de travers. La vérité, lentement, se remettait en place. Je reçus même un message de Marguerite Chen, l'amie d'université d'Émilie. « Richard, je te dois des excuses. J'ai cru Benoît au début, mais je vois maintenant la réalité. Tu n'as jamais cessé d'être généreux. » Un autre commentaire me toucha profondément. « Les réseaux sociaux jugent sans savoir. Heureusement que tu gardes les preuves, Richard. C'est la seule arme des honnêtes gens. » Le lendemain matin, je pris rendez-vous avec maître Arnaud Lefebvre, mon notaire et conseiller juridique depuis des années. C'était un homme rigoureux
calme, à la moustache grisonnante et au regard clair. Quand je lui exposai les faits, il hocha la tête lentement. Vous avez bien fait de tout garder, Richard. Ces transferts, ces montants, ces messages, tout cela forme une base solide. Il parle de moi comme d'un monstre, et tout le monde le croit. Pas pour longtemps. Il sortit un dossier vierge de son tiroir et écrivit au feutre noir. Affaire Miller, diffamation et recouvrement. Nous allons lancer 2 procédures, une civile pour la restitution des sommes versées et une pénale pour diffamation publique. Cela prendra du temps, mais nous bâtirons un dossier inattaquable. Je sentis une bouffée d'apaisement. Je n'étais plus seul. Les jours suivants furent une alternance de calme et de tempête. Benoît continuait à publier, mais ses posts perdèrent de l'audience. Le doute s'installait parmi ses followers. Certains commençaient à lui demander des preuves, d'autres le désabonnaient en silence. Moi, de mon côté, je travaillais méthodiquement. Je retrouvais des messages anciens où il promettait de me rembourser. Je recoupais ses publications Instagram. Voyages à Dubaï, restaurants étoilés, séjours dans des hôtels de luxe. Tout cela payé, directement ou indirectement, avec mon argent. Chaque capture d'écran, chaque date, chaque photo rejoignait le dossier. J'étais redevenu l'ingénieur que j'avais toujours été, précis, patient, implacable. Un soir, alors que je dînais seul sur la terrasse, le téléphone sonna. Le numéro était masqué. Je décrochai. Richard, c'est Benoît. Sa voix était différente, moins assurée, presque fatiguée. On doit parler, en privé. Il n'y a plus rien à dire. Si, tu m'humilies publiquement. Tu crois que c'est juste? Juste? Tu m'as volé ma paix, mon honneur, et l'argent que j'avais mis de côté pour ta femme, ma fille. Je ne fais que remettre l'ordre. Écoute, je peux te rembourser une partie, pas tout. On s'arrange, hein? Entre hommes. Je laissai un silence volontaire, puis répondis calmement. Non, Benoît, cette fois, ce sera entre toi et la loi. Je raccrochai. Plus tard dans la nuit, alors que la lune montait au-dessus de la mer, je ressentis une étrange paix. La peur avait disparu, la honte aussi. Il ne restait qu'une détermination tranquille. Je regardais autour de moi. La villa, à présent vide et silencieuse, baignait dans une lumière d'argent. Chaque pierre, chaque meuble, chaque livre me semblait plus réel. Comme si la maison, enfin, m'appartenait vraiment. J'avais perdu beaucoup ces dernières années. Ma fille, ma patience, une partie de ma naïveté. Mais je venais de retrouver mon respect. Et cette victoire-là, aucune somme d'argent ne pouvait l'acheter. Le lundi matin suivant, je me rendis au palais de justice de Nice, un épais dossier sous le bras. La ville s'éveillait lentement, les ruelles sentèrent le café et le sel marin. Je traversai la place Masséna, observant les façades ocres et les tramways qui glissaient en silence. Autour de moi, tout paraissait d'une normalité désarmante. Et pourtant, je marchais vers une bataille que j'aurais préféré ne jamais livrer. Maître Lefebvre m'attendait déjà à l'entrée du tribunal. « Vous avez bien dormi ?»« À moitié. Mais je suis prêt. » Il me regarda avec un sourire discret. « C'est ce que j'aime entendre. Allons-y. » Nous franchîmes les portes vitrées. L'air frais du hall sentait la cire et le papier neuf. Tout y semblait calme, organisé, presque solennel. Là où Benoît croyait que la force se trouvait dans les cris et les réseaux sociaux, moi, je savais qu'elle résidait ici, dans le silence des dossiers bien classés, dans la rigueur des preuves. La greffière examina nos documents, hocha la tête avec une précision administrative. « C'est complet. Vous serez convoqué dans les 48 heures pour une audience préliminaire devant le juge Perrin. » 2 jours. Le compte à rebours de la vérité venait de commencer. Le mercredi, à 9 heures précises, je franchis la porte de la salle d'audience. Benoît était déjà là. Je faillis ne pas le reconnaître. Ses épaules, autrefois droites et arrogantes, s'étaient affaissées. Ses yeux, cernés, évitèrent les miens. À ses côtés, un avocat commis d'office feuilletait nerveusement quelques feuilles. Le juge Perrin, un homme à la barbe poivre et sel et au regard vif, entra dans la salle. Affaire Richard Dupont contre Benoît Miller, audience ouverte. Le calme qui s'installa fut presque religieux. Maître Lefebvre se leva.
exposant les faits avec la précision chirurgicale d'un juriste expérimenté. Monsieur Miller, ici présent, a perçu au total 240 000 € de la part de mon client, Monsieur Dupont. Aucune reconnaissance de dette n'a été signée, mais les transferts sont documentés. De plus, Monsieur Miller a publié sur les réseaux sociaux des propos diffamatoires visant à nuire à la réputation de mon client. Il étala sur la table une série de feuilles, classées par ordre chronologique, puis ajouta « Nous avons joint à ces documents des captures d'écran de publications publiques, où le défendeur reconnaît lui-même avoir reçu ces fonds, en les qualifiant de cadeaux. » Le juge parcourut les pages, hochant la tête à chaque preuve. Il leva ensuite les yeux vers Benoît. « Monsieur Miller, que répondez-vous à cela ?» Benoît se racla la gorge, tenta de retrouver sa voix. « C'était des dons, monsieur le juge. De la générosité familiale. Je n'ai rien volé. » « Des dons ?» reprit le juge. « Vous considérez qu'un total de 240 000 €, transférés sur 6 ans, sans aucune contrepartie, constitue un don spontané ?» Benoît ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Je gardai le silence. Je n'avais plus besoin de parler. Les faits, eux, parlaient avec une force tranquille que même la plus belle des plaidoiries ne pouvait égaler. Le juge reprit, d'un ton plus sec, « De plus, vos publications sur Facebook, où vous accusez Monsieur Dupont de vous avoir abandonné, relèvent clairement de la diffamation. Vous y avez mentionné son nom complet, son adresse et des éléments mensongers. Cela a entraîné un préjudice moral et social avéré. » Benoît tenta une ultime défense. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. J'étais en colère. Le juge posa ses lunettes sur le bureau. La colère n'efface pas la responsabilité. Maître Lefebvre conclut « Mon client n'a jamais cherché la vengeance, seulement la vérité et la paix. Il demande le remboursement partiel des sommes avancées, ainsi qu'une réparation morale pour la diffamation. » Le juge prit quelques notes, puis déclara « L'audience est suspendue. Le verdict sera rendu demain matin. » Je sortis du tribunal avec le cœur léger, presque serein. Je n'avais pas crié, pas supplié, pas menacé. J'avais simplement laissé la vérité se déployer, méthodique et implacable. Sur la promenade des Anglais, je m'arrêtai quelques minutes face à la mer. Les vagues s'écrasaient doucement sur les galets. Le vent portait des rires lointains. Je me sentis pour la première fois depuis longtemps libre. Le lendemain, la décision tomba. Le tribunal de Nice reconnut la dette morale et financière de Benoît Miller à l'égard de Richard Dupont. Il fut condamné à rembourser 120 000 sur 3 ans, assorti d'une obligation de rétractation publique sur toutes les plateformes où il m'avait diffamé. Le juge conclut sa lecture par une phrase que je n'oublierai jamais. « La générosité n'autorise pas l'abus, et la famille ne justifie pas l'ingratitude. » Benoît baissa la tête. Son avocat lui murmura quelques mots, mais il resta muet. Quand je quittai la salle, nos regards se croisèrent un instant. Il n'y avait plus de haine, seulement un vide, un effondrement intérieur. Il avait perdu, pas seulement devant la loi, mais devant lui-même. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes. Sur les réseaux sociaux, le ton avait radicalement changé. Benoît publia sa rétractation, courte, glaciale. Je reconnais que mes précédentes publications comportaient des informations inexactes. Je présente mes excuses publiques à Monsieur Richard Dupont. Quelques heures plus tard, son compte fut désactivé. Ses anciens soutiens se dispersèrent en silence. Et pour la première fois depuis des semaines, mon téléphone ne vibra plus sans cesse. Un soir, alors que le soleil plongeait lentement derrière le cap Ferrat, je me servis un verre de vin et sortis sur la terrasse. La mer, calme, semblait respirer à mon rythme. Sur la table, la photo d'Émilie trônait, son sourire capturant un instant de vie figé dans la lumière du passé. Je levai mon verre vers elle. « Tu vois, ma fille, je n'ai pas cherché la guerre. J'ai simplement remis les choses à leur place. » Le vent jouait doucement avec les rideaux. Au loin, une voile blanche glissait sur la mer d'huile. Je repensais à tout ce que j'avais vécu, les humiliations, les doutes, la solitude et enfin, la reconstruction. La générosité n'est pas une faiblesse. Mais sans limite, elle devient une arme contre soi-même. Je compris alors que le pardon n'excluait pas la justice. Il la rendait seulement supportable.
Le lendemain, mon neveu David, fils du frère d'Émilie, m'appela. Tonton Richard, j'ai vu les nouvelles. Je voulais juste te dire que tu as eu raison et que la maison, elle est magnifique. Je souris. Merci David. Si tu veux venir, appelle-moi avant. On fixera une date, un vrai week-end en famille. Marché conclu. Cette fois, avec du respect. Nous rîmes tous les deux. Cette nuit-là, je dormis d'un sommeil profond, sans rêve. Le lendemain matin, le soleil entrait par les baies vitrées, caressant les murs de pierre claire. Je préparais du café, allais sur la terrasse et observais les vagues s'écraser contre les rochers. Plus aucun cri, plus aucun message, plus aucune intrusion. La villa, à présent, respirait avec moi. Elle n'était plus un trophée. Elle était ma maison, mon refuge, mon accomplissement. Je repris mon carnet et écrivis une dernière phrase en bas de la page du jour. La paix ne s'achète pas avec de l'argent. Elle se construit avec des limites et du courage. Je refermai le carnet, pris une profonde inspiration. La mer s'étendait à perte de vue, tranquille, vaste, indifférente. Et pour la première fois depuis la mort d'Émilie, je me sentis à ma place dans ce monde.